Bon, si vous le voulez bien, nous allons commencer. Merci à tous d'être présents. En attendant les derniers participants, je tiens à vous rappeler que la Fondation du Souffle organise ses webinaires de façon totalement gratuite et indépendante. Et donc, c'est l'occasion de remercier une nouvelle fois nos experts pour leur participation et pour leur soutien dans cette démarche d'information et de sensibilisation du grand public, qui est une de nos missions sociales. Nous avons aussi un rôle important de soutien à la recherche dans les maladies respiratoires et nous distribuons également des aides sociales pour les personnes en situation de précarité. Et je crois que une des premières diapositives est une animation qui vous montre les principales missions, voilà, de la Fondation. Donc cela reprend les éléments que je vous donnais tout à l'heure. Et nous avons des campagnes, et bientôt une campagne asthme, une campagne BPCO. Et donc, nous allons nous occuper de la qualité de l'air pour aujourd'hui. Donc, vraiment, toutes les actions qui ont été décrites ici et que j'évoquais avec vous ne peuvent avoir lieu que grâce au soutien financier de nos donateurs. Et donc, n'hésitez pas à vous rendre sur notre site www.lesouffle.org pour nous soutenir et pour contribuer si vous le pouvez. Entrons dans le vif du sujet. Aujourd'hui, on va parler donc de qualité de l'air et de santé respiratoire dans la perspective de la journée nationale de la qualité de l'air qui est prévue le jeudi 14 octobre. Et donc, nous allons voir différents sujets. Nous allons commencer par la pollution de l'air extérieur qui nous sera exposée par le professeur Thierry Chinet, qui est pneumologue à l'hôpital Ambroise Paré, dans l'université Paris-Saclay. Puis Corinne Mandin, qui est responsable de la division qualité des environnements intérieurs au Centre scientifique et technique du bâtiment, nous parlera de la pollution de l'air intérieur. Puis Madame Frédérique Millard, qui est chef du pôle plan et programme au Bureau de la qualité de l'air, nous parlera de la réglementation légale en France. J'aimerais insister sur le fait que ce webinaire était conçu en collaboration avec le ministère de la Transition et de l'Écologie. On les remercie. Et ensuite, le dernier exposé sera réalisé par Madame Rose Ng, qui est chargée de projet et tabacologue pour le comité du souffle Occitanie et qui nous parlera de l'opération Garde ton souffle, qui est une opération qui touche les écoles. On commence tout de suite. Alors, les exposés sont de 10 minutes. Ensuite, on a 5 minutes de réponse aux questions qui ont été posées en amont par les internautes. Et puis ensuite, on peut avoir quelques questions en direct. Nous terminerons à 19h30. Donc, le premier exposé est celui de Thierry Chinet. Thierry, à toi la parole. Merci Bruno et merci à la Fondation du Souffle dont vous avez pu voir que le rôle est tout à fait essentiel dans l'état actuel finalement des problèmes de santé respiratoire. Donc, je vais vous parler de la pollution de l'air extérieur, diapositive suivante. Et tout d'abord, qu'est-ce qu'on appelle pollution? Et donc, on va reprendre la définition du Conseil de l'Europe qui dit qu'il y a pollution de l'air lorsque la présence d'une substance étrangère ou une variation importante de la proportion de ses constituants est susceptible de provoquer un effet nuisible compte tenu des connaissances scientifiques du moment ou de créer une gêne. Donc, on va distinguer la pollution extérieure, la pollution atmosphérique, et la pollution domestique ou intérieure. La pollution extérieure peut affecter des territoires plus ou moins étendus. Ça peut être à l'échelle d'une région, à l'échelle d'une ville, ou dans des zones un peu plus limitées.
Il faut retenir d'emblée que les adultes passent en moyenne 80% du temps à l'intérieur des locaux, donc ils sont plus exposés à la pollution intérieure qu'à la pollution extérieure, mais les enfants, eux, passent plus de temps à l'extérieur. Diapositive suivante. Alors, on distingue les polluants atmosphériques en polluants primaires qui sont directement issus des sources de pollution et les polluants secondaires qui sont formés à partir des polluants primaires. Alors, les polluants primaires, bien principaux, parce qu'il y en a beaucoup, sont les oxydes d'azote, monoxyde, dioxyde d'azote, puis toute une série de particules, on va les appeler PM, particulate matter, et qu'on va distinguer selon le diamètre des particules, celles qui ont un diamètre inférieur à 10 microns, à 2,5 microns, ou les nanoparticules. Sur le côté, vous avez donc la représentation d'un cheveu ou d'un grain de sable, et on vous montre en bleu ce qui est une particule qui a un diamètre de 10 microns, et en rose, qui par rapport au bleu, hein, vous le voyez, celle qui est inférieure à 2,5 microns. Pourquoi cette distinction? C'est parce que les particules les plus fines vont aller se déposer plus loin dans les poumons, et donc celles qui arrivent très distalement, c'est-à-dire au niveau des alvéoles, peuvent passer à travers la barrière pulmonaire et aller dans le sang et atteindre d'autres organes. On a également le dioxyde de soufre, des composés organiques volatiles comme le benzène, le monoxyde de carbone, le méthane, des hydrocarbures polycycliques et puis tout un tas de métaux. Il faut bien considérer que la pollution atmosphérique varie évidemment d'un endroit à un autre, varie également en fonction du temps, et que la composition de la pollution atmosphérique est éminemment variable d'un endroit à l'autre et d'un moment à l'autre. Diapositive suivante. Les polluants secondaires, celui qu'on connaît tous, c'est l'ozone qui est formé sous l'effet des rayons du soleil particulièrement, à partir des composés organiques volatiles, des aérosols acides, comme l'acide sulfurique, qui est formé du gaz soufré et de l'eau, ou oxyde nitrique, acide nitrique, pardon, les aldéhydes, les cétones, les nitrates de peroxyacétyle. Diapositive suivante. Alors, les sources des polluants atmosphériques, c'est avant tout les transports, mais aussi les rejets industriels, tout ce qui est combustion, y compris d'ailleurs la combustion domestique, l'agriculture, et vous avez à droite, en fonction des polluants considérés, quelle est la principale source primaire. Vous voyez par exemple que pour le SO2, c'est plutôt l'industrie, le NO2, c'est plutôt le trafic routier, les PM10, c'est finalement toutes les sources qu'on vient de citer sont concernées, etc. Diapositive suivante. Donc, évidemment, on s'intéresse depuis très longtemps à la pollution atmosphérique et particulièrement aux principaux polluants urbains que sont les particules, l'ozone, les oxydes d'azote, le dioxyde de soufre. Et on a pu démontrer qu'il existait une association causale, puisqu'elle remplit un certain nombre de critères, entre la pollution atmosphérique et un certain nombre de maladies, notamment les risques de décompensation d'asthme, d'exacerbation de BPCO, d'infections respiratoires, donc de pneumonie par exemple, mais aussi de cancer bronchique, d'exacerbation de fibrose pulmonaire, de mortalité globale. Elle ralentit la croissance pulmonaire chez l'enfant et il y a bien d'autres effets sur la santé, en particulier sur le cœur, mais aussi sur un certain nombre d'autres facteurs osseux ou endocrinologiques. Il faut bien considérer que l'exposition chronique à la pollution est plus dangereuse en termes de santé publique que les pics de pollution. On parle beaucoup des pics de pollution, bien sûr, dans les médias, sur les panneaux, et bien sûr, les pics de pollution sont responsables d'un certain nombre d'effets aigus ou subaigus. Mais par exemple, pour le cancer bronchique, ce sont les expositions chroniques qui sont plus redoutables, de même que sur la mortalité, la morbidité respiratoire et non respiratoire. Alors, pour faire très court, les mécanismes en cause sont dominés par le développement d'un stress oxydatif intense, c'est-à-dire que les produits de combustion vont générer à l'intérieur de l'organisme la libération de radicaux oxydants qui entraînent une réponse inflammatoire locale, mais également générale, avec donc des effets importants ailleurs. Et puis, il y a un certain nombre de composés de la pollution qui peuvent avoir un effet carcinogène direct, un certain nombre de métaux, par exemple. Il existe des interactions entre certains polluants
et les pollens, favorisant l'allergénicité, si j'ose dire, de ces pollens et leur pénétration dans les voies aériennes. Diapositive suivante. Donc, les groupes particulièrement à risque sont bien sûr les enfants qui passent beaucoup de temps à l'extérieur et dont on peut voir la croissance pulmonaire diminuer lorsqu'ils sont exposés à des niveaux élevés de pollution atmosphérique dans certains endroits. Les personnes âgées, les femmes enceintes, bien sûr les patients atteints de pathologies respiratoires chroniques ou cardiaques chroniques. Et donc, quand on fait partie d'un groupe à risque, ça implique d'être particulièrement sensibilisé. Donc, tout le monde doit être sensibilisé, bien évidemment, mais particulièrement les personnes qui appartiennent à un groupe à risque. Et il faut qu'ils en parlent avec leur médecin traitant lorsqu'il s'agit de patients atteints de pathologies respiratoires avec les pneumologues et bien sûr les autres spécialistes concernés. Et il faut qu'ils connaissent les mesures à prendre, notamment en cas de pic de pollution, puisque les pics de pollution, comme on l'a vu, peuvent créer des épisodes aigus ou subaigus, des décompensations de leur pathologie respiratoire chronique. Diapositive suivante. Suivante. Ah, c'est bloqué. Est-ce qu'on peut passer à la diapositive suivante? Élise? Voilà. Alors, pour vous montrer les effets de la pollution, il y a cette étude très intéressante qui est très souvent citée et qui a consisté, il y a déjà quelques années, à faire marcher dans une zone polluée, Oxford Street, et dans une zone moins polluée, Hyde Park, des patients atteints d'asthme léger. Diapositive suivante. Alors, il s'agissait donc de 60 volontaires atteints d'asthme léger ou modéré qui étaient tout à fait contrôlés depuis au moins 4 semaines et ils ont marché pendant 2 heures sur 6 km avec un repos de 15 minutes toutes les demi-heures, soit le long d'Oxford Street où seuls les taxis diesel et les bus diesel sont autorisés, ou bien à Hyde Park, ceci à 3 semaines d'intervalle au moins, dans un ordre tiré au sort et pendant des jours de semaine. Et pour éviter que ce soit en période pollinique chez ces asthmatiques, c'était entre novembre et mars, et en dehors des jours de pluie, puisque vous savez, la pluie peut diminuer la quantité de polluants, notamment particulières, dans l'air. Diapositive suivante. Et les résultats de cette étude a montré que chez ces asthmatiques légers à modérés et bien équilibrés, le fait de marcher, diapositive, voilà, le fait de marcher tranquillement, hein, comme vous avez pu le voir, hein, 6 km en 2 heures, ce n'est pas une vitesse importante. Donc 2 heures de marche tranquille dans la rue à fort trafic diesel entraînait une réduction significative de la fonction pulmonaire que l'on pouvait mesurer, sans que les patients d'ailleurs signalent des manifestations respiratoires. Et ceci n'était constaté que lorsque ces asthmatiques marchaient sur Oxford Street et pas dans Hyde Park. Et on a pu montrer, en recueillant l'expectoration de ces patients après la marche, qu'il y avait une réponse inflammatoire qui était visible lorsqu'ils marchaient dans Oxford Street. Diapositive suivante. Donc, cette étude a été d'ailleurs renouvelée avec des résultats presque similaires chez des patients atteints de BPCO. Et ce qui est important d'ailleurs, c'est bien de voir que les patients ne se plaignaient pas, mais ils avaient d'une part une inflammation dans les poumons et d'autre part une diminution de leur fonction respiratoire. Diminution certes modérée, mais diminution significative. Donc, comment se protéger des effets délétères? Bien, d'abord, il est important de se tenir informé des niveaux de pollution, de la pollution habituelle, si j'ose dire, mais aussi des pics de pollution. Et pour ça, il faut regarder, on a beaucoup de sources d'informations, les panneaux urbains, des alertes mail parfois, mais aussi des applications smartphone et qui sont de plus en plus détaillées. D'ailleurs, chacun peut maintenant acquérir des petits capteurs individuels de pollution qui vous donnent des informations donc personnalisées, individualisées, pour savoir quels sont les niveaux de pollution à un certain nombre de polluants, en tout cas d'exposition à un certain nombre de polluants pour chacun. Donc en ville, il faut évidemment éviter les déplacements sur les grands axes routiers et à leurs abords. Il est assez toxique finalement d'attendre devant un feu rouge, par exemple, dans une voie à forte circulation dans une grande ville. Ça, c'est un point important. Il faut savoir aussi d'ailleurs que dans le métro, il y a, et ça on en parle d'ailleurs en ce moment, il y a également pas mal de particules.
Il faut essayer d'habiter à un étage élevé parce que les étages élevés sont moins exposés à la pollution, à distance donc des grands axes routiers. Évidemment, la question se pose sur les masques. Pour l'instant, on a des données assez insuffisantes pour recommander l'utilisation de masques. Néanmoins, les masques de type FFP2, dont maintenant je pense que tout le monde a entendu parler, peuvent avoir un certain effet bénéfique, mais il faut faire attention, les masques ne protègent pas contre les polluants gazeux, ils protègent contre les particules. Mais si vous voulez, on en reparlera. Puis évidemment, demander conseil à son médecin si on fait partie d'un groupe à risque. Diapositive suivante. Donc, en cas de pic de pollution, alors à ce moment-là, il faut réduire les activités physiques et sportives intenses. Mais encore une fois, il faut insister sur le fait que l'exercice physique apporte plus de bénéfices que l'exposition à la pollution. C'est important, donc, si la question est soulevée, faut-il faire du vélo en milieu urbain? La réponse est oui. Ça, le bénéfice sur la santé l'emporte du fait de l'exercice par rapport à l'augmentation d'exposition aux polluants. En cas de pollution à l'ozone, les activités physiques et sportives peuvent être maintenues le matin ou à l'intérieur des locaux. Le matin parce que c'est le soleil qui favorise la production d'ozone, donc ça survient un peu plus tard dans la journée. Et puis parce que les concentrations d'ozone sont plus réduites à l'intérieur des bâtiments par rapport à celles d'autres polluants. Bien sûr, donc on l'a vu, limiter les déplacements aux abords des axes routiers chargés. Les patients qui ont un traitement, notamment ceux qui ont de l'asthme ou de la BPCO et qui ont des possibilités de recourir à des traitements de secours, eh bien, ils doivent d'abord les avoir avec eux et ne pas hésiter à y recourir. Et puis, donc, comme on recommande plutôt de rester à la maison pour un certain nombre de patients, il faut faire attention à la pollution intérieure, mais ça, on va en parler dans le topo suivant. Diapositive suivante. Donc, en conclusion, il est important pour chaque personne de savoir s'il est particulièrement sensible à la pollution atmosphérique, savoir ce qu'elle peut faire, ce qu'elle peut provoquer, se tenir informé de son niveau individuel d'exposition à la pollution atmosphérique, sans non plus en faire une fixation. Hein. On pourra en reparler d'ailleurs de ça. Réduire son niveau d'exposition individuelle en prenant un certain nombre de mesures. Garder à l'esprit le fait que l'exercice physique est bénéfique même en milieu urbain, sauf évidemment en cas de pic de pollution dans les zones très polluées. Suivre les conseils sanitaires en cas de pic de pollution. Et bien sûr, et on en parlera tout à l'heure, ne pas négliger la pollution intérieure. Je vous remercie. Merci beaucoup Thierry pour cet exposé synthétique sur le sujet. Professeur Rocher ? Oui, je vous entends. Oui, j'ai juste un commentaire à faire. Il y a une personne qui a levé la main, donc je souhaitais tout simplement lui dire que si vous avez des questions, merci de les utiliser les questions-réponses. Voilà, par la question-réponse. Merci. Merci, Kouroussa. Donc, il y a un certain nombre de questions qui ont été posées que tu as un peu abordées au fil de ton exposé. La première, c'était Johan qui demandait s'il était conseillé de faire du sport en plein air en région parisienne. Mais on peut essayer d'affiner un petit peu. Est-ce qu'il y a des heures particulières? Est-ce qu'il y a des lieux? Est-ce qu'il vaut mieux aller se promener dans Hyde Park plutôt qu'à Oxford Street pour courir? Donc, là, il est posé la question sur la région parisienne. Dans d'autres cités en France, c'est pareil, dans le monde. Absolument. Mais ça a été vraiment étudié parce que c'est une question vraiment majeure. Ça a été étudié dans plusieurs pays et dans plusieurs situations. Et très clairement, alors évidemment, en dehors des zones très polluées et des périodes de pic de pollution, il est, même en milieu urbain, il est recommandé de faire de l'exercice physique. Alors, évidemment, il faut privilégier les parcs, il faut privilégier les zones à distance des voies de circulation. Il faut éventuellement, si on fait du vélo, par exemple, on peut essayer de savoir, il y a maintenant des plans assez précis pour indiquer le niveau de pollution quasiment rue par rue. Donc, on peut essayer de choisir son trajet. Et quant à l'heure de la journée, il n'y a pas véritablement d'heure, sauf pour l'ozone, donc au moment où il y a du soleil et plutôt dans l'été, donc où il vaut mieux faire le sport le matin avant que l'ozone soit produit. Ok, merci pour ces précisions. Il y a des questions qui sont données en direct. Je vais mélanger un peu les questions en direct parce que ça se recoupe. Il y a des gens tu as parlé de capteurs individuels. Il y a des questions sur l'accessibilité aux capteurs individuels. Où est-ce qu'on peut les trouver? Alors ça, maintenant, on peut en trouver assez facilement. Vous regardez sur Internet, vous allez trouver, il y a plusieurs types de capteurs qui sont en vente et qui sont disponibles.
et qui sont souvent reliés, maintenant d'ailleurs la quasi-totalité, à ma connaissance en tout cas, sont reliés à une application sur smartphone et permet donc effectivement de vous donner des résultats précis, validés et qui sont tout à fait intéressants. Alors, je ne vais pas donner de marque parce que voilà, je n'ai pas de publicité. De publicité, mais néanmoins, vous trouverez sur Internet un certain nombre de capteurs qui sont disponibles. Bon, les prix ne sont pas, voilà, ils restent un petit peu élevés peut-être, mais je pense qu'avec le temps et le développement de cette technologie, les prix baisseront. Merci. Claudie qui dit qu'elle n'a jamais fumé et pourtant elle tousse. Je le nez bouché, le nez qui coule, ça peut disparaître, ça peut réapparaître. Est-ce que ça peut être dû au pic de pollution? Je pense que je ne retiendrai pas dans un premier temps les pics de pollution. Je regarderai d'autres facteurs, par exemple l'allergie, avant d'incriminer les pics de pollution. Après, il est toujours intéressant de pouvoir confronter ces manifestations cliniques aux données concomitantes sur la pollution à l'endroit où l'on est. C'est quand même un élément très intéressant qu'on peut apporter à son médecin quand on va le consulter. Mais d'autre part, il faut savoir qu'en termes d'allergie, les effets de certains pollens, par exemple, peuvent être aggravés par une pollution particulière concomitante. Dans le même ordre d'idée, quand on a une BPCO, par exemple, et qu'on fait une poussée de cette maladie, comment on peut savoir si c'est en rapport avec la pollution ou pas? Est-ce qu'il y a des moyens de le savoir? Alors, je dirais que c'est assez difficile. Je pense qu'il y a deux points essentiels. Le premier, c'est qu'on ne trouve pas d'autres causes à l'exacerbation de la BPCO. Et la deuxième, c'est que cette exacerbation de BPCO survient au moment où, quelques jours après un pic de pollution, à l'endroit où vit la personne. Isabelle qui pose la question que tu as abordée, c'est que la pluie a-t-elle une influence sur l'augmentation de la pollution? Alors, c'est un domaine vaste. On va répondre de deux manières. La première, c'est qu'effectivement, la pluie va nettoyer un peu un certain nombre de polluants qui sont dans l'atmosphère. Ça, c'est particulièrement vrai sous nos climats. L'autre problème, c'est que s'il y a beaucoup de SO2 ou de NO2 dans l'atmosphère, les réactions avec l'eau peuvent créer les pluies acides dont chacun a entendu parler. Mais ces pluies acides, elles vont plutôt vers l'est, si j'ose dire, que, par exemple, pour la région parisienne, c'est plutôt à l'est de la région parisienne, en Allemagne, etc., qu'on va trouver ces pluies acides. Donc, oui, les particules vont être nettoyées, mais il peut y avoir des réactions chimiques avec formation d'acides qui peuvent avoir des effets assez redoutables, notamment sur l'environnement, d'ailleurs. Merci Thierry, merci beaucoup pour ces réponses. J'espère que tu peux rester avec nous sur le reste du webinaire. On aura probablement des sujets qui vont se recouper, des questions qui vont se recouper. Je vais passer la parole maintenant à Corinne Mandin qui va nous parler de la pollution de l'air intérieur, enjeux, connaissances et actualités. Corinne. Merci Bruno. Vous m'entendez bien? Très bien. Merci. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravie de participer à ces échanges et je remercie la Fondation du Souffle pour cette invitation. Donc, je vais vous parler de qualité de l'air intérieur et ça va être très complémentaire à l'exposé du professeur Chinet qui a déjà un petit peu introduit le sujet. Alors, la diapositive suivante. Voilà. Donc, de quoi on parle quand on parle de qualité d'air intérieur? Alors, on peut classer les polluants en trois grandes familles que vous voyez à l'écran. Il y a la famille des agents biologiques, donc tout ce qui est le vivant, donc les allergènes d'acariens, les allergènes d'animaux domestiques, les micro-organismes. Une seconde, le micro est un peu saturé, ça fait un peu de bruit. Si tu peux diminuer l'intensité du micro, parce que ça sature un peu, ça vibre. Oui, je ne sais pas comment faire ça. Bon, c'est pas grave. Je continue. Je vais essayer de parler moins fort peut-être. Est-ce que ça va être mieux? Ou j'enlève le micro. Mais bon, je ne sais pas. Je vais peut-être garder le micro. Donc, j'en étais à la pollution par les agents biologiques, donc les bactéries, les virus, les moisissures. Et les pollens font partie de cette famille également, sachant que les pollens viennent plutôt de l'environnement extérieur. Ensuite, il y a la grande famille des agents physiques, donc, parmi lesquels on trouve l'amiante, donc une fibre naturelle. Il y a également les fibres artificielles, laine de verre, laine de roche,
le radon, qui est un gaz radioactif, les particules fines, particules ultra fines, qui font également partie des agents physiques, et puis les champs électromagnétiques, dont on parle peut-être un peu moins souvent quand on parle de qualité d'air, mais qui sont également des ondes présentes dans l'air. Et puis la dernière grande famille, c'est celle des agents chimiques, tout aussi vaste que les autres familles, avec le monoxyde de carbone, dont vous avez sûrement entendu parler, qui est le seul polluant mortel quand on est exposé à des niveaux élevés. Les composés organiques volatiles, les coques, dont on parle assez souvent, et les aldéhydes, qui sont très volatiles. On compte également la famille des semi-volatiles. Donc là, c'est des molécules un peu plus lourdes qui sont à la fois présentes dans l'air parce qu'ils se sont évaporées, mais qui peuvent également se déposer dans les poussières au sol. Et l'ozone, le dioxyde d'azote, les métaux, vous voyez, je ne les détaille pas tous, mais ils sont nombreux. Alors, sur la diapositive suivante, on voit une autre façon de considérer la pollution de l'air extérieur. Là, au lieu d'aborder sous l'angle des substances, on peut l'aborder sous l'angle des sources. Et là encore, on a trois groupes. Il y a d'abord tout ce qui concerne l'extérieur, donc que ce soit l'air ou les sols. Si on est sur un sol où il y avait une activité industrielle auparavant, on peut avoir des émissions dans le bâtiment, ou le radon que j'évoquais à l'instant, gaz radioactif, vient également des sols granitiques. Donc, c'est l'environnement extérieur. La deuxième famille, c'est le bâtiment lui-même, donc les matériaux de construction, les produits de décoration, les systèmes, les chauffages qui dysfonctionnent et qui émettent du monoxyde de carbone. Tous ces matériaux et ces systèmes peuvent relarguer des polluants dans l'air intérieur du bâtiment. Et la troisième grande famille, eh bien, ce sont les humains, c'est nous, avec nos activités, le tabagisme, la première source de pollution intérieure, mais également les activités de bricolage ou de nettoyage qui peuvent émettre des composés volatiles dans l'air. Et puis, pour complexifier tout ça, il se trouve que les polluants qui sont émis peuvent aussi réagir entre eux. C'est ce qu'on appelle la réactivité chimique. Ils peuvent également se coller sur les parois, l'absorption, et donner naissance à des polluants secondaires. Donc, vous voyez, c'est assez complexe et on est exposé à tout ce cocktail de polluants dans nos environnements intérieurs. Alors, sur la diapo suivante, voilà pourquoi c'est un sujet important aujourd'hui, parce qu'on passe une proportion importante de temps dans les environnements clos. Le pourcentage que vous voyez ici est légèrement supérieur à celui présenté par le professeur Chinet, sans doute parce que là, il intègre le temps passé également dans les transports, les habitacles de voitures ou les enceintes ferroviaires souterraines. Alors, il se trouve, diapo suivante, que la plupart de ce temps, on le passe dans notre logement et l'étude que l'on a menée, la première grande campagne nationale menée par l'Observatoire de la qualité de l'air intérieur, lors de laquelle on a demandé aux gens pendant une semaine d'indiquer où ils étaient toutes les 10 minutes, a montré qu'en moyenne, tout âge confondu, toute zone géographique en France, toute saison, on passe 16h10 par jour dans son logement. Alors, c'est important parce qu'on y dort dans son logement. Diapositive suivante. Donc, sur ce temps passé chaque jour, sur le temps quotidien, on passe près de 39% de temps dans la chambre, d'où l'importance de la qualité de l'air dans cette pièce. Et puis enfin, comme l'a évoqué le professeur Chinet, il se trouve que ce sont les plus fragiles, les jeunes enfants, les femmes enceintes, les personnes malades, les personnes âgées, qui sont celles qui passent le plus de temps dans leur logement. Alors, il y a des spécificités selon les lieux de vie. Alors, si on les balaye assez rapidement, dans les logements, il y a beaucoup d'activités, contrairement aux écoles et aux bureaux, qui sont des lieux où il y a des activités un peu standardisées, je dirais. Dans les logements, on y fait plein de choses, et notamment, on a des sources de combustion qu'on n'a pas dans les lieux recevant du public. Dans son logement, on peut fumer. J'évoquais que c'était la première source de pollution intérieure, mais on y cuisine également. On peut brûler des bougies et de l'encens. Tout ce qui est combustion, en fait, émet des polluants gazeux et particuliers dans l'air. Et puis enfin, dans les logements, on note dans nos études que les systèmes de ventilation mécanique, VMC, sont souvent mal entretenus. On observe que les personnes bouchent les entrées d'air ou les extractions, ce qui peut dégrader la qualité de l'air intérieur. Ensuite, si on s'intéresse aux écoles, il y a aussi des spécificités. Dans les écoles, on a beaucoup de mobilier, finalement, en comparaison des logements. Il y a toutes les tables pour les enfants, beaucoup d'étagères pour du rangement. Donc, le mobilier émet des polluants dans l'air intérieur. Il y a également des activités spécifiques, type travaux pratiques, qui peuvent émettre des composés volatiles. Il y a du nettoyage tous les jours. Alors, je parle des écoles, mais c'est aussi valable pour les crèches, où il y a du nettoyage même parfois en présence des enfants, donc des produits d'entretien
qui peuvent émettre des composés volatiles. Et puis, toutes les écoles sont à proximité d'une route pour que les enfants puissent venir à l'école. Donc, la route émet des polluants, le trafic routier émet des polluants qui peuvent ensuite pénétrer dans le bâtiment. Et enfin, dans les écoles, il y a très peu de systèmes mécaniques de ventilation. On note que dans un quart des écoles en France, il y a des systèmes mécaniques. Donc, dans 3/4 des écoles, l'aération ne repose que sur l'ouverture des fenêtres. Et on s'aperçoit que les fenêtres sont en fait très peu souvent ouvertes pour des raisons de bruit, d'économie d'énergie. Enfin, les espaces de bureaux, d'autres spécificités. Dans les bureaux, on a beaucoup d'appareils de bureautique, des imprimantes, des photocopieurs, des ordinateurs. Ces appareils émettent dans l'air également quand ils ventilent ou quand l'imprimante est en fonctionnement, des particules fines ou des retardateurs de flamme qui sont des molécules intégrées à ces appareils pour éviter qu'il y ait une surchauffe et qu'ils puissent brûler, à prendre chaud et s'enflammer. Dans les bureaux, il y a du ménage quotidien. Et le dernier point sur les bureaux, il y a au contraire des écoles qui sont très peu ventilées mécaniquement. Les bureaux sont très souvent ventilés mécaniquement. Et la particularité, c'est que parfois, on a des immeubles de bureaux de grande hauteur qui ont des fenêtres qui ne s'ouvrent pas. Donc là, la qualité de l'air dépend vraiment exclusivement du système mécanique, d'où l'importance de bien le maintenir. Donc, sur la diapositive suivante, quelques mots sur les enjeux sanitaires et puis aussi économiques. Donc, les effets sanitaires sont tout aussi variés en fait que les substances qui sont en présence dans les environnements intérieurs. Ça peut aller du simple inconfort, donc un air un peu confiné, des mauvaises odeurs, à des maladies qu'on appelle, je veux bien que vous cliquiez, Élise, des symptômes plus génériques qui ne sont pas nécessairement associés à un polluants, mais qui sont des symptômes du type irritation des voies respiratoires, des yeux, du nez, des maux de tête, de la fatigue, à enfin des maladies un peu plus graves, l'asthme, la rhinite allergique, les maladies cardiovasculaires, le cancer du poumon. Par exemple, j'évoquais le radon. Le radon, c'est l'effet associé sur la santé et le cancer du poumon. Donc, on a calculé avec l'ANSES, l'Agence de sécurité sanitaire, en 2014, le nombre de maladies et le nombre de décès prématurés qui apparaissaient chaque année en France pour les polluants de l'air intérieur. On a pu faire ce travail pour 6 polluants uniquement, du fait du manque de données. Et déjà, pour 6 polluants, on peut chiffrer à 28 000 nouvelles maladies chaque année et environ 20 000 décès prématurés liés à cette pollution. Donc, finalement, quand on traduit cette pollution en coûts économiques, ça a un impact évidemment très important. Et puis, j'ai beaucoup parlé de santé, mais il faut aussi avoir à l'esprit qu'une qualité de l'air intérieur dégradée a un lien sur l'apprentissage scolaire. Il y a des études qui montrent qu'un mauvais renouvellement d'air est associé à de mauvaises notes à l'école. Et puis, dans les bureaux, il y a des études qui ont également montré qu'une mauvaise qualité d'air intérieur pouvait conduire à de l'absentéisme et de la baisse de production par les personnes. Donc, sur la diapositive suivante, j'évoque quelques sujets d'actualité qu'on pourra peut-être discuter ensemble lors des échanges. Aujourd'hui, on parle beaucoup de rénovation énergétique. C'est vrai que c'est important. Il faut réduire les consommations d'énergie, en particulier dans le bâtiment, qui contribue à 40% des émissions de gaz à effet de serre. Mais il ne faut pas oublier la ventilation. On s'aperçoit dans nos travaux qu'on change les fenêtres, on met des fenêtres étanches, on étanchéifie l'enveloppe du bâtiment. Mais donc on réduit toutes les fuites d'air parasites, du coup on réduit une part du renouvellement d'air. Donc si on ne pense pas à installer un système mécanique de ventilation, on peut dégrader la qualité de l'air dans son logement parce qu'on l'a rendu trop étanche. Autre sujet d'actualité, plutôt là au niveau de la recherche, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de nouveaux usages, de nouveaux produits, enfin constamment de nouveaux usages. Là, vous voyez 2 exemples, du vapotage et de l'impression 3D. Ça génère aujourd'hui des pollutions nouvelles dans les bâtiments qu'il faut étudier. Autre sujet, on l'a abordé dans l'exposé précédent, les capteurs bas coût pour mesurer la qualité de l'air intérieur. C'est vrai, ils se développent. Ils sont prometteurs parce qu'ils permettent de mesurer en temps réel, ce que ne permettent pas de faire les mesures standardisées, mais il faut être très vigilant parce qu'aujourd'hui, ils ne sont pas tous fiables, ils ne mesurent pas tous bien ce qu'on voudrait qu'ils mesurent et puis ils ne durent pas souvent très longtemps dans le temps.
Et puis, dernier point, ce qui est étudié au niveau de la recherche, on discutera peut-être pas aujourd'hui en détail, mais il y a aujourd'hui des travaux qui montrent qu'on non seulement on est exposé par voie respiratoire à ces polluants de l'air intérieur, mais on peut aussi être exposé par la peau. En fait, les gaz dans l'air peuvent également pénétrer la peau. Et puis, en complément des mesures qui sont réalisées dans les bâtiments, on a des travaux aujourd'hui sur des modèles de prédiction de la qualité de l'air intérieur, qui sont nouveaux, qui sont moins avancés que les modèles disponibles pour l'air extérieur. Sur la diapositive suivante, quelques mots sur la réglementation. Donc, elle est beaucoup moins développée que la réglementation sur l'air ambiant extérieur, qui va nous être présentée dans quelques instants. Qu'est-ce qu'on peut évoquer? On peut évoquer l'étiquetage qui existe aujourd'hui depuis 2013 sur les potentiels d'émissions en composés organiques volatiles par les matériaux de construction et de décoration. Vous voyez l'exemple de cette étiquette, j'espère que vous la connaissez tous et que vous en servez quand vous achetez une nouvelle moquette ou une nouvelle peinture pour chez vous. Ça a été un vrai progrès, on peut choisir aux matériaux moins émissifs. Il n'y a pas une surveillance aussi poussée qu'il peut y avoir pour l'air extérieur. Aujourd'hui, la surveillance de l'air intérieur, elle est limitée aux établissements recevant du public et elle n'implique pas systématiquement des mesures, mais c'est un premier pas. Il n'y a pas beaucoup de valeurs réglementaires limites et elles ne s'appliquent pas dans toutes les circonstances. Il y a des valeurs réglementaires, par exemple, pour le monoxyde de carbone, mais qui ne s'appliquent que si vous avez des chaudières au-delà d'une certaine puissance, qui sont donc des valeurs qui doivent être vérifiées par votre chauffagiste quand il vérifie votre chaudière normalement annuellement. Et puis, amiante et radon sont là aussi mesurés dans des cas très spécifiques sur lesquels on pourra revenir si vous le souhaitez. Et puis enfin, sur la VMC, j'évoquais que ça ne marchait pas toujours, mais il y a des délais réglementaires aujourd'hui qui existent, mais qui sont malheureusement pas vérifiés automatiquement. Heureusement, une nouvelle réglementation qui se met en place, la RE 2020, la réglementation environnementale 2020, va rendre obligatoire la mesure de ces débits dans les logements neufs. Voilà, je crois que c'était ma dernière diapositive. Ah non, j'en ai une dernière, je me dépêche. Donc, comment améliorer l'air intérieur? Il y a deux principaux leviers. Il faut réduire les sources, évidemment, les sources dans le bâtiment. Donc, ne pas fumer, je l'ai évoqué à plusieurs reprises, c'est la première source de pollution. Réduire les sources d'humidité qui favorisent le développement des moisissures. Choisir des matériaux A+, comme je vous ai montré sur l'étiquette. Et puis, pour les produits de nettoyage, il n'y a pas d'étiquetage aujourd'hui, mais faire en sorte de bien respecter les recommandations, à savoir aérer quand on les utilise, ne pas les mélanger et les utiliser en respectant les doses. Et puis le deuxième levier, c'est renouveler l'air, donc en aérant, en ouvrant les fenêtres. Et puis par contre, dès qu'on a un système mécanique de ventilation, UVMC, ne surtout jamais boucher les entrées d'air, les bouches d'extraction et maintenir 2 cm sous les portes du logement ou du bâtiment pour que l'air puisse circuler et évacuer la pollution. Voilà, je vous remercie de votre attention et j'espère que ça n'a pas trop saturé avec le micro. C'était absolument parfait. Un très grand merci. Un exposé très clair sur ce à quoi nous sommes exposés dans nos maisons et dans les locaux. Et donc, il y a une première question qui est celle de Laurence, qui souffre d'un emphysème sévère. Elle nous dit qu'elle ne supporte plus aucun parfum chimique, tant en intérieur qu'en extérieur. Les odeurs sur les vêtements laissés par les lessives et les adoucissants m'irritent les muqueuses systématiquement. Donc, est-ce qu'on n'en parle pas souvent de ce type de pollution? Qu'est-ce que vous en pensez? On n'en parle pas souvent et pourtant, ça contribue de façon importante à la pollution de l'air intérieur. Il ne faut pas penser que les désodorisants d'ambiance, les parfums d'ambiance améliorent la qualité de l'air intérieur. C'est ce qu'on nous vend. On nous dit que ça va épurer, que ça va sentir bon. Au contraire, ça ajoute des molécules chimiques qui ne font que masquer l'odeur des autres, mais qui s'ajoutent aux autres et qui ne font pas du tout, qui ne réduisent pas du tout. Donc, il faut vraiment limiter autant que possible tout ce qui est parfumé, en fait, dans les bâtiments. Une autre question, est-ce que les poussières qui sédimentent à l'intérieur des bâtiments sont représentatives des polluants de l'air intérieur? On a vu qu'il y avait plusieurs autres polluants. Exactement, oui, c'est intéressant. C'est comme je l'ai évoqué tout au début, il y a des composés qui sont semi-volatiles, c'est-à-dire qu'ils vont être présents dans l'air sous forme gazeuse, mais ils vont aussi se déposer sur les surfaces, donc le sol, le mobilier. C'est par exemple le cas des pesticides, le cas du bisphénol A, dont on a beaucoup parlé, le cas des phtalates, les agents plastifiants. Et il se trouve que les enfants, les petits-enfants, ils marchent à 4 pattes, ils mettent la main à la bouche. Donc oui, les poussières sont un réservoir de polluants intérieurs qui expose également
également les occupants. Ok, dans les actualités dont on a beaucoup parlé, c'était l'actualité du Covid, et du risque de transport du Covid par les aérosols. Donc, on a parlé du CO2 comme un marqueur, mais ce n'est pas un marqueur de pollution, c'est un marqueur de renouvellement d'air. Exactement, oui, le CO2 est un marqueur de renouvellement d'air. En fait, le CO2, on l'émet quand on respire dans une pièce. Donc, quand on a du CO2, c'est qu'il n'est pas éliminé et du coup, les autres polluants ne sont pas éliminés. Donc, les particules qui vont porter le virus, elles ne sont pas éliminées non plus. Donc, c'est vraiment un indicateur. Et donc, avoir des niveaux élevés de CO2, c'est vraiment pas souhaitable. Ça veut dire qu'il y a un niveau élevé de pollution. L'inverse est faux, par contre. On peut avoir des niveaux de CO2 très faibles parce qu'il n'y a pas beaucoup d'occupants et pour autant une pollution élevée. Donc, c'est un premier indicateur intéressant, mais pas exhaustif de la pollution de l'air intérieur. Enfin, une dernière question, là aussi d'actualité. On a beaucoup parlé des épurateurs d'air. Est-ce qu'il faut utiliser les épurateurs d'air chez soi? C'est pas du tout le premier levier à mettre en œuvre. Vous voyez, j'en ai pas parlé dans mes axes d'amélioration. Il faut d'abord réduire les sources et puis s'assurer que l'air est bien renouvelé. Les épurateurs, c'est vraiment en dernier recours et quand on n'a pas de système de ventilation, pas de fenêtre. Et il faut être très vigilant. Aujourd'hui, il faut privilégier les épurateurs qui vont filtrer les particules, qui sont à peu près fiables. Mais tous les épurateurs qui mettent en œuvre des procédés physico-chimiques, le plasma, la photocatalyse, l'ionisation, aujourd'hui, leur efficacité n'est pas démontrée. Au contraire, ils peuvent émettre d'autres polluants dans l'air intérieur. Donc, vigilance, grande vigilance sur les épurateurs. Ok. Merci beaucoup Corinne. On va passer à l'exposé suivant qui fait intervenir Frédéric Meillard et également Marine Purson, que je n'ai pas évoqué tout à l'heure en présentant les intervenants, mais Marine Purson va intervenir sur Reco Santé, si j'ai bien compris. Et donc, on va donc parler de la réglementation du plan national, en fait, plan national qualité de l'air en France. Frédéric Meillard, nous vous écoutons. Oui, bonsoir. Ravie d'être avec vous ce soir pour ce webinaire de sensibilisation à la qualité de l'air. Et donc, avec Marine, on va vous parler du cadre national pour la qualité de l'air extérieur. Peut-être slide suivante. Donc, on commence par une slide peut-être un peu chargée, mais qui montre à quel point la qualité de l'air et sa surveillance et ses objectifs et ses politiques sont encadrés tant au niveau international par la Convention de Genève, la France faisant partie du protocole de Göteborg au sein de la Convention de Genève, et dans lequel des plafonds d'émissions ont été fixés, donc il y a quelques années déjà pour l'année 2020. Donc pour certains polluants dont on vous a parlé tout à l'heure dans la première présentation. Et donc on voit à 2020, actuellement, il y a des travaux en cours pour une révision du protocole de Göteborg. Et à l'époque, ce protocole de Göteborg a inspiré notamment les plafonds d'émissions de la directive 2016, donc qui est aussi appelée directive NEC. Donc cette directive européenne de 2016 fixe des objectifs de réduction d'émissions de 5 polluants, donc les polluants SO2, NOx, COV, ammoniac et PM2,5 pour 2020 et 2030. Elle définit aussi le besoin de mettre en place et mettre à jour régulièrement un plan national de réduction des émissions de polluants en France, enfin pour tous les États membres, dont la France. Et puis, elle encadre la préparation d'inventaires nationaux d'émissions, donc tous les ans, et qui sont remis ensuite qui sont rapportés, envoyés à la Commission européenne qui va réaliser un certain audit. Et les inventaires sont la preuve de la mise en place de nos actions dans les plans nationaux d'action. Et puis, il y a deux directives, celle de 2008 et de 2004, qui encadrent cette fois-ci non plus les émissions, mais les concentrations. Je reviendrai un petit peu sur la différence tout à l'heure. Elle encadre aussi la nécessité d'informer le public et puis tout le système de surveillance que je vous présenterai rapidement tout à l'heure de ces polluants. Et puis, en plus de toutes ces directives, il existe des directives et des règlements dits sectoriels, notamment pour les transports. La plus connue, c'est ce qu'on appelle les normes Euro, c'est-à-dire c'est la directive qui va encadrer les valeurs limites d'émissions à la sortie des pots d'échappement et qui donne lieu ensuite aux diverses normes que vous connaissez, je pense. Et puis pour l'industrie, on a tout un tas de directives qui imposent d'utiliser des meilleures techniques disponibles qui sont définies au niveau européen et des valeurs limites pour un certain nombre d'industries. Slide suivante, s'il vous plaît. Alors, je voulais reparler tout à l'heure, vous avez eu la présentation des polluants. Et là, cette slide, c'était pour parler un peu des sources, parce que c'est sur la base des sources que sont établies ensuite les politiques publiques.
Donc, je rappellerai juste que les polluants atmosphériques dont on vous parle depuis le début, ce n'est pas les gaz à effet de serre, donc ce n'est pas le CO2, ce n'est pas le méthane, ce n'est pas ces gaz-là. Les polluants atmosphériques, on l'a vu, ils ont un impact sanitaire à l'échelle locale et pas un impact à l'échelle globale pour la majorité d'entre eux. Donc, ils sont issus de sources variées d'émissions, c'est le petit schéma du haut. Donc, les activités industrielles, les transports, c'est les plus connus. L'agriculture aussi émet des particules et de l'ammoniac. Le chauffage domestique, lorsqu'il est réalisé dans des appareils peu performants ou dans de mauvaises conditions, que ce soit au bois ou à divers types d'autres combustibles fossiles, peut émettre des polluants en plus ou moins grande quantité. On a également le brûlage des déchets verts qui est interdit dans nos jardins normalement, mais qui malheureusement continue d'être exercé et qui émet des particules. Les avions, etc., etc. Puis il y a quelques sources naturelles sur lesquelles c'est quand même plus compliqué d'agir, mais c'est important de savoir qu'il y a quelques sources naturelles, comme l'érosion des sols, les éruptions volcaniques, voilà. Parce que certains polluants voyagent énormément, donc on retrouve par exemple parfois, lorsqu'on regarde la caractérisation chimique de particules lors d'épisodes de pollution, on peut trouver des particules qui viennent du Sahara, par exemple. Alors ensuite, ces polluants sont émis et justement, sous l'effet du vent, de la pluie, du soleil et de la température, ça a été présenté dans la première présentation, les émissions deviennent des concentrations dans l'air, c'est-à-dire des microgrammes, ça s'exprime en microgrammes par mètre cube. Cette relation, elle n'est pas du tout linéaire, et ça a déjà été dit, il y a diverses catégories de polluants, il y a des polluants primaires, donc c'est ceux qui sont émis et qui restent dans l'état dans lequel ils sont émis, et puis les secondaires qui se transforment, donc là on a des relations vraiment loin d'être linéaires, dépendant de diverses relations chimiques. Ensuite, en source de polluants, pour les oxydes d'azote, la principale source encore à l'heure actuelle, c'est le transport routier, à environ 60%, c'est les histogrammes en bas, et c'est le bleu foncé, le transport. Pour les particules PM10, c'est le deuxième histogramme, on voit quand même une contribution de plus en plus importante du résidentiel tertiaire. On attribue ces émissions de particules essentiellement à les émissions liées au chauffage au bois dans des appareils à foyer ouvert avec du bois de mauvaise qualité, avec une allumage du feu de la manière qui n'est pas la plus optimale. On voit qu'il reste une part du transport, mais qui a diminué au fur et à mesure des années avec l'installation des filtres à particules au niveau de la motorisation diesel. Pour les particules PM2,5, on a essentiellement une contribution du résidentiel. C'est les mêmes sources que pour les particules PM10 pour l'essentiel. Pour le dioxyde de soufre, l'essentiel, c'est un polluant pour lequel les concentrations diminuent beaucoup ces dernières années. Et l'essentiel de ces émissions proviennent en fait du secteur industriel. Pour les COVNM, je parle ici des concentrations dans l'extérieur, on n'est pas dans l'intérieur, ce qui était présenté juste avant. Pour les COVNM, il y a un mixte entre le résidentiel et puis le secteur résidentiel et puis l'industrie. Et puis l'ammoniac, c'est sans surprise, c'est émis en majorité par le secteur agricole, notamment lié à l'épandage d'engrais. Je veux bien la slide suivante, s'il vous plaît. Alors, cette slide qui veut en une seule slide résumer ce qu'on met en place en termes de politique publique pour agir en faveur de la qualité de l'air. Donc, j'avancerai de gauche vers la droite. Donc, les politiques pour la qualité de l'air, elles sont définies pour certaines au niveau national, pour certaines déclinées par territoire ensuite, et puis elles font l'objet notamment de plans. Et le graphique que vous voyez avec diverses couleurs, c'est les noms, les acronymes des plans qui existent en faveur de la qualité de l'air et qui portent diverses actions. Donc, si on s'attache sur celui qui est deuxième étage, le PREPA, on en a parlé tout à l'heure, c'est le plan national de réduction des émissions de polluants atmosphériques. C'est un plan qui est défini sur 4 ans et qui est renouvelé tous les 4 ans, donc, et qui est remis à la Commission européenne comme point d'étape de l'avancement des politiques nationales. Donc là, actuellement, on est en train de réviser le PREPA et on est en train de préparer le PREPA 2022-2025 avec pour objectif et obligation de le remettre à la Commission à la fin de l'année 2021. Ensuite, vous avez une déclinaison de ces politiques à une échelle régionale dans les schémas, différents schémas régionaux. Et puis, vous avez un peu plus en dessous, PCAET et PPA, des plans territoriaux d'action
opérationnels sur la qualité de l'air. Je voudrais juste m'arrêter sur les PPA, plans de protection de l'atmosphère, qui sont obligatoires dès lors qu'il y a un dépassement des valeurs limites en concentration de polluants dans des territoires et ou qui sont obligatoires pour les agglomérations de plus de 250 000 habitants et qui vont porter des mesures, donc c'est à la main des préfets, qui vont porter des mesures réglementaires, des mesures bien sûr essentielles d'accompagnement, de communication, et qui vont porter les mesures à mettre en place et décider territorialement en cas d'épisode de pollution. Dans ces plans, par exemple, on trouve les zones à faible émission mobilité, qui est un dispositif qui a été défini lors de la loi d'orientation des mobilités de 2019, de fin 2019, et qui a été complété par quelques dispositions permettant d'aller encore un petit peu plus loin dans leur mise en œuvre dans la loi climat et résilience qui a été publiée très récemment, cet été. L'État, pour ces zones à faible émission, donc qui encadrent la circulation des véhicules les plus polluants à l'intérieur de zones en dépassement de concentration de valeur limite, l'État fixe dans la loi un cadre général, mais c'est les collectivités qui définissent le contenu. Donc, le type de véhicules qui vont être interdits dans la zone, pendant combien de temps, est-ce que c'est le week-end, pas le week-end, le soir, jusqu'à 20h, etc. Tout ça, c'est à la main des collectivités et c'est fonction de la situation locale. Pour accompagner le renouvellement du parc de véhicules qui va avec, l'État a notamment mis en place des aides financières. Donc, il y a le bonus et la prime à la conversion d'un véhicule ancien. Il y a une surprime qui peut être accordée s'il y a des primes également au niveau local qui sont mises en place. Généralement, il y a à la fois les primes au niveau national et des primes au niveau local qui sont mises en place. Et puis, récemment, la loi climat et résilience a mis en place un microcrédit pour les ménages les plus modestes qui leur permet d'avoir un crédit à taux zéro pour sur un certain montant de leur achat. Et puis, il y a également de l'accompagnement de l'achat de vélos électriques. Mais ça, on va dire que l'accompagnement au vélo, c'est très important, mais c'est en complément de la zone à faible émission. Et puis, alors voilà, vous avez ce type d'action. J'en ai vraiment pris une, peut-être celle dont on a parlé le plus ces dernières années, mais il y en a beaucoup plus. Et il y en a sur tous les secteurs émetteurs qu'on a vus auparavant. Ça nous donne finalement ça donne à voir le graphique sur la droite, où vous voyez, en petit, c'était pour montrer les tendances. En fait, les tendances des émissions des polluants en 2019, depuis les années 2000, même 1990, sont à la baisse, avec un polluant qui diminue un petit peu moins fortement que les autres, c'est l'ammoniac. Voilà. Après, il y a les polluants secondaires qui, eux, ont des dynamiques un petit peu différentes, notamment l'ozone, qui, en concentration de fond, a des concentrations plus ou moins stables, mais dont les concentrations sont fortement impactées par le dérèglement climatique. Donc, ils ne sont pas directement liés, la concentration n'est pas directement liée aux émissions. Et du coup, juste pour finir sur les valeurs limites, je me dépêche, du coup, on a des concentrations qui baissent, mais toutefois, vous le savez peut-être, on reste en contentieux pour 2 polluants, le dioxyde d'azote et les PM10, à la fois au niveau européen et au niveau du Conseil d'État. Donc, on a de moins en moins de dépassements. Donc, on a de fortes chances de sortir en contentieux, mais il faut encore amplifier les efforts. Je veux bien, merci beaucoup. Et puis, alors, il y a ce système il y a donc les politiques nationales déclinées dans les plans et qui agissent sur les niveaux de polluants. Et pour vérifier le niveau de polluants, il y a le réseau de surveillance, donc le réseau national de surveillance, qui permet d'informer le public sur les concentrations, qui permet de prévenir en cas de pic de pollution et qui permet de faire les rapports réguliers obligatoires à la Commission européenne. En France, je l'ai dit tout à l'heure, le système de surveillance, comme tous les États membres, d'ailleurs on pourrait dire en Europe, est régi par la directive de 2008. Et en France plus spécifiquement, c'est le graphique à gauche, elle s'organise autour de 3 acteurs, le laboratoire central de surveillance de la qualité de l'air, les associations agréées de surveillance de la qualité de l'air, ce qu'on appelle les ASQA. Les ASQA, il y en a une par région, peut-être que vous connaissez la vôtre, qui diffusent des informations et qui préviennent en fait les préfets en cas de pic de pollution. Et puis le 3e acteur, c'est le ministère de la Transition écologique. Donc il y a un ensemble de polluants qui est surveillé, c'est ce que je vous ai mis là. Il y a environ 600 stations de mesure en France en 2019. On est largement supérieur au minimum requis par la Commission européenne. Voilà.
Il y a également, je voulais vous le signaler, l'ouverture au public. Il y a eu récemment l'ouverture au public d'un site qui vous permet d'avoir les données en temps réel et des prévisions également, qui s'appelle Géodaire, dont j'ai mis le lien sur ce slide. Voilà pour moi sur cette partie surveillance de la qualité de l'air. Derrière, je vais passer la main à Marine sur RecoSanté, qui est un outil qu'on a développé au ministère. Oui, bonjour, merci Frédéric. Donc effectivement, en parallèle de ces différents éléments réglementaires, il y a un enjeu qui nous a semblé absolument, qui nous semble essentiel à la fois au ministère de la Transition écologique, mais aussi au ministère des Solidarités et de la Santé, avec qui on travaille en lien étroit sur ce projet, c'est la notion d'information du citoyen quand on parle de qualité de l'air. Dans ce cadre, RecoSanté, du coup, a été mis en place en tant qu'action phare du plan national santé-environnement, qu'a évoqué du coup Frédéric, avec un objectif qui est de permettre à chacun et à chacune de connaître l'état de son environnement, notamment de la qualité de l'air autour de lui, et d'avoir aussi les moyens d'agir pour se protéger et préserver au maximum son environnement. C'est donc un service qu'on a construit autour de deux axes. D'une part, l'agrégation d'indicateurs environnementaux, parmi lesquels l'indice national de qualité de l'air, les épisodes de pollution, mais aussi le risque d'allergie au pollen, puisqu'on parle ici spécifiquement de qualité de l'air. Et à terme, ces indicateurs seront enrichis avec notamment le potentiel radon que j'ai entendu, qui a été évoqué tout à l'heure, et à terme, d'autres éléments de santé-environnement, comme par exemple l'indice UV ou la qualité de l'eau de boisson. Ces indicateurs, ils sont assortis dans l'information qui est transmise de recommandations qui se veulent donc intelligibles et facilement actionnables par la personne qui les reçoit pour adapter au maximum ses habitudes en fonction du coup des indicateurs du jour et donc de la qualité de son environnement direct. Je vous laisserai accéder au site donc recosanté.leta.gouv.fr directement si ça vous intéresse. Et n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions à ce sujet. Concrètement, ça se matérialise en un tableau de bord qui est accessible directement sur le site, où vous pouvez accéder à toutes ces données uniquement en rentrant votre ville. Et ensuite, il y a un système d'abonnement qui est proposé, où vous pouvez recevoir soit par mail, soit par le biais de notification, tous ces éléments, soit au jour le jour, soit quand il y a une alerte spécifique, en fonction des modalités d'abonnement que vous choisissez. Voilà dans l'ensemble pour faire synthétique sur le sujet. Eh bien, merci beaucoup. Et donc, on peut maintenant ouvrir la discussion. Vous pouvez encore une fois poser vos questions dans l'onglet questions-réponses. Il y avait redonner le site. Je pense que oui, vous aurez les diapos en replay. Vous pourrez revoir les adresses du site RecoSanté. Une question pour Frédéric Millard. On voit qu'il y a une diminution de la pollution avec le temps au cours des années, mais la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il n'y a pas un changement de nature de la pollution, c'est-à-dire pour ce qui est des particules, est-ce qu'il n'y a pas des particules qui sont de plus en plus petites avec, vous savez, la mise en place de filtres à particules qui vont laisser passer les particules les plus petites. Est-ce qu'il y a un changement de nature et est-ce que ça ne conduit pas à essayer de proposer d'autres façon d'exprimer la pollution qu'en masse par unité de volume et plutôt en nombre de particules par unité de volume? Question un peu longue. Donc, des transformations de particules en d'autres, non. À notre connaissance, il n'y en a pas. Ce qu'on peut dire, c'est que de plus en plus, on mesure en fait les particules de diamètre inférieur à 2,5 microns. Donc, il y a les particules plus fines à 1 micron. Il y a un dispositif de recherche qui s'appelle CARA, qui a été développé ces dernières années et pour lequel il y a 30 analyseurs qui permettent de mesurer les PM2,5 donc depuis déjà de nombreuses années. Donc, on peut voir que toutes les tailles de particules en fait, diminuent et qu'il n'y a pas l'un qui passe dans l'autre. Il y a également des analyseurs diffusés dans le cadre du système du projet CARA, de ce grand programme de recherche, 12 analyseurs qui regardent la chimie des particules, donc la composition chimique des particules.
Et puis, effectivement, sur cette métrique, comme on peut dire, de mesure, donc on mesure actuellement en concentration dans l'air, donc des particules qui deviennent de plus en plus fines. Il y a désormais, enfin, il y a déjà depuis quelques années, 2 à 3 ans, des associations agréées de surveillance de la qualité de l'air qui mesurent également les particules en nombre. Donc, ces mesures venant s'ajouter à cette base de données, la Géodère, qui a été ouverte au grand public. Et puis, dans le cadre du plan de relance, il y a eu une volonté de renforcer cette mesure en nombre. Et il y a l'objectif d'aller vers un analyseur par région. Voilà ce que je peux dire sur cette question de mesure. Donc, on peut penser que les normes vont évoluer aussi un peu dans ce sens-là. On va aller de plus en plus petit pour mesurer les particules, de plus en plus fines. Et donc, est-ce qu'on va s'intéresser aussi à la qualité? Vous avez parlé de la composition chimique. Oui, c'est ça. Tout à l'heure, Thierry Chinet parlait du pouvoir oxydant en fait, de la pollution. Est-ce qu'on va s'intéresser à cet aspect qualitatif en fait, des polluants? Oui, je pense qu'on le fait déjà. C'est ce qui nous permet de déterminer quand il y a un épisode de pollution, souvent a posteriori, il y a une étude d'où ça vient, quelle particule, quelle composition de particules. Et il y a déjà cette analyse, par contre, chimique, elle est déjà effectuée. Par exemple, vous voulez parler de la pollution par le sable du Sahara, par exemple, versus… Oui, ou d'autres, on est capable de déterminer qu'il y a des sels marins, on a aussi le carbone suie, donc tout type de particules, dans cette composition chimique, il y a tout type de particules qui sont analysées. Par contre, les normes, vous parlez de modifier les normes ou les seuils, j'entends ça, les seuils de comparaison finalement. Oui. On sait qu'il y a l'OMS, l'Organisation mondiale pour la santé, qui vient de réviser ces seuils, et elle est restée en concentration. Elle a beaucoup diminué les seuils, mais elle est restée pour le moment dans une approche en concentration. De l'autre côté, avec les normes Euro pour les véhicules, la norme Euro 7, maintenant, voilà ce qui est l'expression de la pollution en nombre de particules au kilomètre émises par les véhicules. Donc, on va quand même probablement vers une expression en nombre, mais pour l'instant, ce n'est pas rentré, j'allais dire, dans les mœurs. Et l'autre chose aussi qui est rentrée dans les mœurs, mais qui évolue, c'est l'indice Atmo. En janvier dernier, il y a eu des modifications de l'indice Atmo. Je ne sais pas si Frédéric ou Marine veut commenter ça. C'était en janvier 2021, donc c'est tout récent, où les PM2,5 effectivement entrent dans la danse. Oui, c'est ça. Il y a une harmonisation de l'indice Atmo au niveau européen et les PM2,5 sont rentrés dedans. Et il y a une révision à la baisse aussi de certains seuils et un dégradé dans les niveaux bon, pas bon, très bon. Voilà, il y a une amélioration du dégradé. J'avoue que je ne connais pas comme ça, je ne peux pas vous sortir les seuils ou du nouvel indice Atmo. Non, ce n'était pas la question, mais c'est de dire que ça avait bougé et que ça va évoluer et que les choses vont évoluer avec le temps. Oui. Et Marine, sur le Recosanté, est-ce qu'on a un retour? Vous avez un retour? Est-ce que le site est très fréquenté? Vous direz que c'est récent, mais est-ce que la fréquentation augmente? Et est-ce que vous avez des retours un peu sur ce site? Alors, on travaille avec les retours en continu des utilisateurs. Donc, on déploie le site depuis le début de l'année environ. On a actuellement un peu plus de 5000 utilisateurs. L'objectif étant qu'à partir de maintenant, les gens n'auront plus besoin de s'abonner, donc pourront accéder à l'information directement. Donc, l'enjeu, c'est aussi de simplifier l'accès à l'information. Et on a des retours continus. Donc, on fait évoluer le site au fur et à mesure des retours à la fois de nos partenaires. Donc, on travaille effectivement avec Atmo France, avec les NASCA sur ce sujet. Et avec les associations et les utilisateurs directement pour répondre à leurs besoins. Juste si j'ai un droit de regret sur… il y a peut-être un aspect que je n'ai pas évoqué dans la surveillance, c'est qu'il y a effectivement un certain nombre d'analyseurs de mesures qui répondent, chaque station est régulièrement auditée, elle répond à des critères qui sont définis dans la directive et qui sont contrôlés. Les analyseurs sont régulièrement vérifiés, étalonnés pour vérifier qu'ils fonctionnent, etc. Et que ces analyseurs, ces mesures sont couplées à des modèles qui permettent en fait d'avoir une idée de la pollution en tout point du territoire. C'est-à-dire que les analyseurs sont ponctuels, mais maintenant il y a le couplage entre des modèles qui s'améliorent avec le temps. Il y a des équipes de recherche qui travaillent depuis plus de 30 ans sur ces modèles et qui les améliorent au fur et à mesure. Donc, ce qui nous permet d'avoir une information sur tout le territoire concernant la qualité de l'air extérieur.
Ok, merci beaucoup pour toutes ces informations et pour vous témoigner des progrès qui ont été réalisés. On est d'accord qu'il y a encore des progrès à faire, mais il y a eu des progrès qui ont été réalisés et qui sont considérables. Un très grand merci. Et donc, on va aller sur RecoSanté et puis vous donner un retour sur ce qui se passe. Je vais maintenant laisser la parole à Rose Ndje, qui est chargée de projet et tabacologue au comité Occitanie. Vous savez que sur tout le territoire, il y a des comités régionaux et départementaux qui mettent en place tout au long de l'année des actions d'information et de prévention sur les maladies respiratoires. N'hésitez pas à vous rendre sur notre site, vous y trouverez éventuellement les coordonnées du site le plus proche de chez vous. Et donc, Rose Ndje va nous présenter l'opération Garde ton souffle, qui est une opération qui est menée dans les écoles, si j'ai bien compris. Rose, à vous. Bonjour, donc je me présente, donc je suis Rose Ndje. Donc je vais vous présenter le programme Garde ton souffle, qui est un programme de prévention que nous mettons en place dans le département de l'Hérault. Alors, le programme Garde ton souffle, en fait, l'objectif, c'est de mettre en place des interventions qui sont réalisées auprès d'élèves de cycle 3, c'est-à-dire qui sont en classe de CN1 et CN2. Notre programme, on a décidé de le mettre en place sur 2 années scolaires, donc de septembre 2020 à juin 2022. On a décidé de réaliser 5, le programme soit efficace et dynamique. On a décidé de mettre en place 2 intervenants et de travailler avec l'enseignant. L'enseignant, on l'a impliqué dès le début. On l'a impliqué dès le début dans la mise en place que le projet soit au plus proche des jeunes, en fait, pour qu'il réponde un peu plus aux besoins que lui, il a l'habitude de voir au jour le jour. Donc, chaque année, en fait, on propose aussi un livret pédagogique aux élèves. Il va servir de fil conducteur. Il va reprendre tous les points essentiels qu'on a vus au cours des séances. Et à la fin aussi, on propose un petit quiz qui peut être facile ou difficile, ce qui permet en fait que l'enfant va devoir demander à ses parents d'avoir de l'aide et donc du coup d'impliquer les parents dans le programme en fait. La pause suivante. Alors, les objectifs du programme. L'objectif du programme, c'est de sensibiliser les élèves et leur entourage à la notion de santé environnementale, son impact sur la santé, les gestes à réaliser pour la préserver. Les objectifs spécifiques, ça va être d'enrichir les connaissances des élèves sur la respiration et les conditions de maintien d'une bonne santé respiratoire en vue de renforcer leur envie d'adopter un comportement non fumeur. On va chercher à développer les capacités de l'élève à agir pour préserver la qualité de l'air, développer les compétences psychosociales qui sont reconnues comme des facteurs de protection en matière de santé chez les jeunes. On va chercher également à développer une méthode pédagogique et participative. Et on va essayer d'intégrer les parents d'élèves et la communauté éducative dans une démarche globale de santé. Alors, dans cette dernière objectif, on avait pour idée de mettre en place des conférences débats pour faire venir les parents sur l'école. En raison du Covid, on n'a pas pu mettre en place l'année dernière et on va essayer de le mettre en place cette année. Ce que je n'ai pas précisé, c'est que le programme Garde ton souffle, c'est un projet qui est financé par l'ARS sur le fonds addiction. Donc, c'est pour ça qu'on a fait une première année où on est plutôt parti sur le côté qualité de l'air, respiration, souffle, et une deuxième partie, la deuxième année, où on est plus basé sur le tabac. La pause suivante. Alors, le contenu. En première année, comme je vous l'ai dit, la première séance, elle va porter sur les connaissances du corps. On va amener l'enfant à découvrir son corps, à voir comment il fonctionne. En deuxième séance, on rentre un peu plus dans le vif du sujet. On va parler de la respiration, du souffle, l'importance d'avoir un bon air, d'avoir un bon souffle, et à quoi va nous servir le souffle, comme par exemple à faire du sport. En troisième séance, c'est la séance où on va aborder la qualité de l'air. On va dans un premier temps aborder des connaissances sur la qualité de l'air intérieur ou extérieur, définir ce que c'est que la pollution de l'air, définir quels sont les facteurs qui peuvent avoir un impact sur la qualité de l'air intérieur et extérieur. On va le faire sous forme de jeu. Par exemple, on propose aux élèves de faire la chasse aux polluants. Donc, ils vont être par petits groupes et ils vont devoir aller dans différents lieux de l'école. Donc, il y a un groupe qui va partir dans les toilettes, un groupe qui va rester dans la classe, un groupe qui va aller dans le couloir et un dernier groupe qui va aller dans la cour. Et chaque groupe va devoir repérer les différents polluants et réfléchir à comment est-ce qu'on peut
éviter leur impact. Voilà. Donc, la séance 4, elle va porter sur l'estime de soi. En fait, on va s'intéresser à tout ce qu'on a pu voir, toutes les représentations qu'on peut avoir sur l'air, comme par exemple, on va demander aux élèves, à votre avis, est-ce que l'air à la campagne est plus pollué que l'air en ville? Et on va leur demander de se positionner et d'argumenter. C'est sous la forme de débat. Et en séance 5, on va faire une synthèse de tout ce qu'on a pu déjà voir au cours des différentes séances sous la forme de petits jeux, d'ateliers. On va chercher à renforcer leurs connaissances et remobiliser des choses qu'ils ont déjà acquises. La deuxième année, on va faire un retour sur l'année 1. Donc, on va les mettre sous forme un petit groupe. Ils vont devoir réfléchir aux solutions qu'ils pourraient mettre en place pour améliorer la qualité de l'air. S'ils étaient une mairie, s'ils étaient une famille, s'ils étaient une entreprise, qu'est-ce qu'ils pourraient faire à leur échelle pour améliorer la qualité de l'air? La deuxième séance, elle va partir sur le tabac, la découverte de la plante de tabac, l'agriculture de la plante de tabac. Et on sait que l'agriculture et la transformation du tabac, ça a un impact au niveau environnemental. Ensuite, en séance 3, là, on se base plutôt sur le tabac et le corps, l'impact que ça va avoir sur le corps, plutôt au niveau des sens. On n'entre pas encore sur la question de la dépendance et ce genre de choses, parce qu'on va le voir, on va les suivre plus tard, on l'abordera plutôt quand ils seront en classe de 6e. En séance 4, on va mettre en évidence l'impact de l'influence, parce qu'on sait que l'influence a un impact sur nous, qu'on soit petit ou grand, mais surtout quand on est jeune. Souvent, on nous dit que les jeunes disent quand ils ont commencé à fumer, c'est parce que du coup, c'était pour faire comme les grands, pour faire comme quelqu'un. Et en dernière séance, et du coup, c'est un peu le même principe que la séance 5 de l'année 1. On va permettre aux élèves de revoir toutes les notions qu'ils ont vues lors des précédentes séances. Suivante. Alors, les lieux et populations cibles du programme. On est intervenu sur 5 écoles. Donc, une école sur le territoire lunellois, une école sur Claré, au niveau du territoire du Pic-Saint-Loup, une école sur le territoire de la vallée de l'Orbe à Bédarieux, une école à Castries, à l'école Marcel Pagnol, et une école à Ballaruc-les-Jus. On a choisi ces écoles parce que ce sont des écoles qui appartiennent à un territoire où nous intervenons dans les collèges et dans les lycées. Donc, les élèves de Lunel, on les revoit souvent en classe de 5e. Les élèves de Claré, on va les revoir en classe de 6e. Les élèves de Bédarieux également, et les élèves de Castries en classe de 5e, et les élèves de Ballaruc, on les revoit en classe de 6e sur leurs différents collèges, où là, on va avoir une intervention plutôt sur la question du tabac. Les points forts du programme, ça va être la réalisation sur des territoires qui sont excentrés de l'Hérault, parce que c'est effectivement, Bédarieux, par exemple, est à 1 heure de notre lieu de travail, donc ça fait quand même du trajet. Et ce sont des territoires qui ne sont pas forcément toujours utilisés. Donc, c'est important d'y aller. On trouve que c'est important de se déplacer et d'aller à la rencontre des publics. Il y a un suivi des élèves dans leur parcours de santé, comme je vous disais. Donc, on va mettre en place d'autres actions tout au long de leur parcours scolaire. Le livret pédagogique qui permet de faire un lien entre l'école et la maison. Et la mise en place d'un événement de type conférence-débat ou café des parents pour aborder des questions de santé en partenariat avec des acteurs du territoire. Alors, le bilan de la première année, on a une satisfaction générale de la part des enseignants et des élèves, une acquisition des connaissances pour la majorité des élèves. On a un quart des parents qui se sont investis dans l'utilisation du livret pédagogique. On espère faire mieux l'année prochaine. Et nos perspectives, c'est de modéliser les outils utilisés afin qu'ils puissent être utilisés par d'autres comités, créer une journée de formation avec les futurs animateurs des autres comités, développer un livret pédagogique pour les enseignants afin d'uniformiser au maximum notre programme et qu'après les enseignants puissent s'en saisir et le réutiliser quand ils en ont envie. Et enfin, ce serait d'implanter le programme sur des quartiers prioritaires de la ville de Montpellier. Merci pour votre attention. Un grand merci, Rose, pour cet exposé et surtout pour les actions que vous menez qui sont nombreuses. On voit ça, hein, c'est disséminé sur tout le département, c'est impressionnant, et la région. Et donc, bravo. Alors évidemment, j'ai une première question, c'est comment vous faites pour évaluer le programme? Est-ce qu'il y a une évaluation un peu formalisée du programme? Alors, du coup, on fait passer un questionnaire avant-après auprès des élèves, des parents et des enseignants. Donc ça, vous allez avoir le retour un petit peu sur... Pour l'instant, c'est en train de se mettre en place, si j'ai bien compris. Oui, exactement. On est tout à fait en train de le mettre en place. Oui. L'autre question, moi, j'étais frappé par... les enfants sont extrêmement formatés pour faire la guerre aux fumeurs.
quand ils rentrent chez eux, ils font la guerre à leurs parents en leur disant mais arrête de fumer, c'est pas bien, etc. Est-ce que les parents ont ce retour aussi concernant l'environnement, sur la pollution de façon plus générale au-delà du tabac? Ça commence un petit peu. Oui, Ça va dépendre des territoires. On a des territoires où on sent vraiment que les questions d'environnement, ce n'est pas encore tout à fait ça. Sur les territoires où il y a beaucoup de précarité, on va dire que l'environnement, ce n'est pas forcément la priorité, en fait, tout simplement. Et après, quand on va dans des territoires où les gens sont un peu plus aisés, on sent qu'effectivement, il y a déjà des connaissances. On sent qu'il y a déjà des choses qui sont acquises. d'accord, donc c'est en train de bouger. Ça, je pense que vraiment c'est clé, hein, dans le système, l'éducation pour faire bouger les lignes sur l'environnement. C'est vraiment indispensable. Donc bravo pour les actions que vous menez. On avait eu une question qui était pas vraiment sur le sujet dont vous avez parlé, mais qui était sur le tabagisme passif. Et comme vous êtes tabacologue, je voulais réserver. C'est Cécilia qui dit que on lui dit que le tabagisme passif, c'est dans la tête. Mes collègues de bureau descendent fumer en bas de l'immeuble et lorsqu'ils remontent au bureau, j'ai de l'asthme et je dois prendre de la ventoline. Je suis asthmatique. Est-ce que vous pensez, comme mes collègues, que c'est dans la tête? Sur le tabagisme Non, on passif. sait tous que le tabagisme passif, ce n'est pas dans la tête. Alors effectivement, je pense que Cécilia, elle est victime de tabagisme passif. Alors plus précisément, je pense qu'elle est victime de ce qu'on appelle la fumée tertiaire. En tabacologie, on parle de la fumée primaire, c'est la fumée qu'on va inhaler, la fumée secondaire, celle qui va être recrachée, et la fumée tertiaire, c'est celle qui va se dégager de la cigarette quand on la fume. Ce qui se passe, c'est que cette fumée, elle va aussi se déposer sur les vêtements. Donc peut-être que quand ses collègues reviennent et remontent, il y a des particules de la fumée qui sont sur ses vêtements. Peut-être qu'elles ont encore un peu de fumée dans leur bouche aussi. Donc y a pas de, c'est pas dans sa tête. Je pense qu'elle est vraiment victime de tabagisme passif. Mon conseil, ce serait de lui dire à ses collègues peut-être de rester un peu plus longtemps dehors, de ne pas rentrer directement une fois qu'elles ont fini leur cigarette, d'attendre peut-être un petit peu, histoire qu'il y ait un peu moins de particules. Ok, merci À beaucoup. faire Là, des tests, faire des expériences. oui, on est un petit peu en avance par rapport à la fin, hein. Normalement, vous avez bien tenu au temps de parole. Et donc, on peut avoir des questions. Je me suis un peu censuré sur un certain nombre de questions. Donc, on a l'occasion d'en poser d'autres. Et les intervenants peuvent éventuellement aussi poser des questions. Moi, j'avais une question sur le pouvoir oxydant qui a été évoqué par Thierry Chinet. Quand on a une pollution avec une agression oxydante, Thierry, est-ce qu'on ne peut pas se dire, tiens, s'il y a une agression oxydante, prenons des antioxydants? C'est une excellente question. C'est une excellente question et qui fait effectivement l'objet d'un certain nombre de travaux scientifiques, de savoir si un régime alimentaire riche en oxydants, voire la prise d'antioxydants comme la vitamine C, pourrait réduire, disons, l'impact néfaste ou certains impacts néfastes de la pollution. Et pour l'instant, les données ne sont pas suffisantes pour recommander la prise d'antioxydants afin de lutter contre les effets sanitaires délétères de la pollution. Néanmoins, il y a des études en cours, il y a quelques données qui suggèrent qu'effectivement, il y a un effet protecteur, mais cet effet protecteur est en fait, pour l'instant, dans les études dont j'ai pu prendre connaissance, relativement faible. Donc, la solution n'est pas dans la prise d'antioxydants. La solution, c'est de lutter contre la pollution et contre tout ce qui produit les agents polluants. Merci beaucoup. Une autre question, c'est qu'on est Fondation du Souffle, donc forcément, on s'intéresse beaucoup aux poumons, mais on a assez peu parlé des conséquences cardiovasculaires de la pollution qui sont responsables de pratiquement 3/4 des décès qui sont attribués à la pollution, donc qui est importante. Ça veut dire qu'il y a des polluants qui passent dans le sang? Est-ce qu'on a des éléments pour expliquer le fait que ça donne une telle pathologie cardiovasculaire? Absolument. Alors, il y a deux éléments qui peuvent expliquer pourquoi il y a des effets extra-respiratoires de la pollution atmosphérique inhalée. Alors, en dehors de ce qui a été dit et ce qui est tout à fait exact, c'est-à-dire qu'il peut y avoir un passage à travers la peau, mais il est vrai que le passage à travers les poumons est quand même la voie d'entrée la plus importante. Et là, il y a deux mécanismes d'action plus généraux que simplement au niveau du poumon, qui sont d'une part l'inflammation pulmonaire liée à la pollution,
aux agents oxydants notamment. Et cette inflammation va en quelque sorte se déverser dans le reste de l'organisme et avoir des effets à distance. Et d'autre part, il y a un passage démontré d'un certain nombre de polluants, gazeux ou non gazeux, particulières, notamment les nanoparticules, que l'on peut retrouver dans le cerveau ou dans tel ou tel organe, et donc qui ont clairement traversé la barrière pulmonaire pour pouvoir accéder à ces organes. Ok, merci beaucoup. Il y avait une autre question, c'était sur l'accompagnement sur les ZFE. Je n'ai pas posé la question tout à l'heure à Frédéric Millard, mais dans les accompagnements, on a bien vu qu'il y a des accompagnements financiers qui sont importants. Est-ce qu'il y a aussi des accompagnements vers les municipalités, par exemple, pour améliorer les transports en commun? Vous aviez parlé des bicyclettes électriques, mais est-ce qu'il y a des sous, parce que ça coûte cher, les pistes cyclables, il y a des sous qui sont destinés aux municipalités aussi pour aider à lutter contre la pollution de Oui, l'air? c'est pour renouveler leur propre parc? Oui. Vous entendez? Parce qu'il y a diverses sources de financement. Pour renouveler leur propre parc, oui, le plan de relance prévoit un accompagnement financier, y compris pour les transports en commun. Il y a plusieurs choses. Il y a des financements pour renouveler, enfin, remettre en place ou renouveler les petites lignes ferroviaires. Il y a des financements sur les transports en commun. Et il y a aussi des dispositifs, par exemple comme Ville respirable en 5 ans, qui a démarré en 2016, dans lequel les collectivités pouvaient s'inscrire. C'est un appel à projet du gouvernement qui est pas totalement clôturé, dans lequel les collectivités pouvaient proposer, et peuvent encore, proposer des actions financées dans cette grosse enveloppe qui avait été déployée pour Ville respirable en 5 ans. Il y a également des crédits dans le cadre de ce qu'on a appelé des feuilles de route, lancées en 2018, qui sont pilotés par l'ADEME. C'est-à-dire que concrètement, au niveau local, c'est piloté par l'ADEME dans les villes en dépassement. Et c'était des crédits qui avaient été attribués suite notamment à l'accélération des politiques qu'on devait mettre en place suite au contentieux. Donc, il y a un certain nombre comme ça de financements sur la qualité de l'air qui sont proposés. Qui peuvent aider les municipalités à améliorer la qualité de l'air. Oui. J'avais encore une question pour Corinne. On a eu une question d'un des spectateurs, d'un des participants sur les huiles essentielles. Et donc, on a bien compris que les parfums, etc., il fallait quand même faire attention, mais dans le quotidien, les huiles essentielles, tout ce qui est en spray, etc., exposent quand même à des conséquences sanitaires. Oui, exactement. Il faut éviter également l'utilisation des huiles essentielles. L'ANSES, l'Agence de sécurité sanitaire, a travaillé sur le sujet il y a quelques temps, l'année dernière, je pense. Ça ajoute une fois de plus des polluants supplémentaires. Ça émet notamment des polluants qui sont impliqués dans la réactivité chimique, donc qui forment des polluants secondaires, comme le formaldéhyde, qui est un irritant des voies respiratoires. Donc, faut dans la mesure du possible éviter les huiles secondaires. Et tout ce qui est aérosol, en fait, ça génère des polluants sous forme de fines gouttelettes dans l'air, donc qui vont être inhalés et qui vont exploser. Donc, les aérosols également, tout ce qui peut être produit imperméabilisant ou produit nettoyant sous forme aérosol, sont plutôt à éviter. Donc, il faut faire vraiment attention dans sa vie quotidienne à l'utilisation de ces sprays. Bricolage, pareil. Dans le bricolage, maintenant, on a plein de substances qui sont utilisables en spray. Et là aussi, il y a un risque sanitaire associé. Bon, le faire à l'extérieur dans la mesure du possible. Et puis, si on n'a pas le choix, aérer surtout pendant ces activités. Merci. Donc, merci à tous pour votre participation. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous rejoindre et nous en sommes vraiment ravis. Ces webinaires, souvenez-vous qu'ils sont gratuits et accessibles à tous, donc faites-en de la publicité et n'hésitez pas à soutenir nos actions sur le site www.lesouffle.org. N'hésitez pas non plus à nous envoyer un mail pour nous dire si vous trouvez nos rencontres bien, intéressantes, améliorables. Comment peut-on les améliorer? N'hésitez pas à nous faire des suggestions. Nous sommes dans cette attente. Par ailleurs, comme cela est affiché sur votre écran, le replay sera disponible dès la fin de cette semaine ou jeudi, parce que c'est jeudi la journée de la qualité de l'air, la journée nationale. Et donc, j'espère que dès jeudi, on pourra avoir accès à ce replay, en tout cas cette semaine. Je vous souhaite une excellente soirée. Prenez soin de vous et
aux prochaines rencontres, aux 5e rencontres qui devraient arriver prochainement. Merci à tous. Bonne soirée. Bonne soirée. Merci, au revoir. Merci Au beaucoup. revoir, bonne soirée. Bonsoir. Au revoir.